Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un petit peu moins fun que d'habitude, c'est la baisse des actions. Et surtout, comment s'y préparer. Alors on a eu beaucoup de gains sur les actions depuis l'année dernière, mais comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et ces dernières semaines on a vu aussi pas mal de baisses. Donc pour beaucoup d'investisseurs particuliers, ça commence à faire un petit peu peur, et si c'est ton cas et que tu te demandes ce qui se passe et comment réagir, alors tu es au bon endroit parce que je vais couvrir tout ça avec toi dans cette vidéo. Je vais d'abord te parler de l'environnement du marché au niveau macro, avec les valorisations, les taux et l'inflation, et puis je vais te partager des solutions pour gérer tes investissements dans cette situation. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te montrer une stratégie passive qui va permettre de limiter énormément les risques de perte. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je ne donne pas de conseils en investissement, je te partage juste mes idées et tu devrais toujours faire tes propres recherches. Et avant de commencer, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors comme tu l'as sûrement remarqué, on a récemment vu un ralentissement de la croissance des marchés actions, avec notamment le S&P 500 qui a perdu 5% en un mois, et le Nasdaq qui lui a perdu un petit peu plus de 10%. Bon, depuis ces chutes, les deux indices ont remonté la pente, avec le S&P qui a rattrapé ses pertes, mais le Nasdaq, quant à lui, est toujours sous ses niveaux de février. Bon alors je vais te rassurer de suite, c'est pas du tout un crash boursier, c'est juste une petite baisse de régime, et le CAC 40 par exemple se porte toujours très bien, avec une avancée notamment au-dessus des 6000 cette semaine, et les indices européens en général se portent plutôt bien. Mais ce genre d'épisode baissier, ça fait peur, et on commence à se dire que les actions ont beaucoup augmenté depuis l'année dernière, et que ça commence à surchauffer. Quand on regarde l'évolution du S&P 500 depuis janvier 2020, on voit bien que l'évolution a été fulgurante. On a une hausse de plus 72% depuis le plus bas de mars 2020, et une hausse de 15% de janvier 2020 à janvier 2021. Et pour le Nasdaq, c'est encore plus puissant, puisqu'on a une hausse de plus 94% depuis mars 2020, et une hausse de plus 41% de janvier 2020 à janvier 2021. Donc beaucoup de croissance sur les marchés actions depuis l'année dernière, enfin surtout aux États-Unis, et en Europe c'est pas non plus énorme. Quand on regarde le Stoxx Europe 600, malgré la croissance post-crash du Covid, on voit qu'on est toujours en baisse d'environ 2% depuis février 2020. Et pour le CAC 40, c'est la même chose, on arrive juste à rattraper les pertes du crash du Covid. Mais alors est-ce que ce rattrapage est justifié? Et cette hausse fulgurante des actions, surtout aux États-Unis, est-ce qu'elle est saine ou pas? Alors pour certains, c'est la catastrophe et les marchés sont totalement en bulle, et pour d'autres, on n'en est pas encore là. Par exemple, quand on regarde les revenus cumulés du S&P 500, on voit qu'on a bien eu une baisse en 2020, mais que les entreprises ont aussitôt remonté la pente. Les entreprises ont fait moins de pertes absolues que lors de la crise de 2008. Mais alors si on regarde les valorisations, alors là on voit que le S&P 500 a un Price Earning Ratio qui va être élevé. Ce qui veut dire que les valorisations d'entreprises par rapport à leurs résultats sont généralement hautes. Avec un niveau de 37,8 sur le dernier trimestre 2020, on se trouve à un niveau précédemment dépassé qu'en 2000 ou en 2008. Et donc c'est ces niveaux de valorisation qui vont faire peur aux investisseurs, notamment avec les valorisations des actions de croissance qui ont énormément augmenté depuis l'année dernière, avec le secteur technologique majoritairement, mais aussi avec des actions du secteur de la consommation et de l'énergie renouvelable. Et là, quand on regarde les PI ratios des actions growth ou croissance versus ceux des actions value ou valeur, on voit bien qu'on est à des niveaux de valorisation qu'on n'a pas vus depuis 2000. Même si on est encore loin des plus hauts de la bulle technologique, mais il faut garder à l'esprit que ce graphique représente seulement le S&P 500 et que ces métriques sont exacerbées quand on se réfère au Nasdaq ou au marché dans sa globalité. Bon alors toutes ces comparaisons avec la bulle technologique de 2000, elles sont concrètes. Mais il faut aussi bien comprendre que l'environnement était différent, la technologie était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, où elle est essentielle à toutes les entreprises et tous les consommateurs, et où elle génère des revenus qui sont absolument gigantesques. Et un autre aspect à prendre en compte, c'est les politiques monétaires. À l'époque, on avait des taux d'intérêt courts et longs qui étaient beaucoup plus hauts et qui aujourd'hui sont vraiment très faibles, et une monnaie émise et injectée dans l'économie par les banques centrales qui n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Et donc ces facteurs vont venir impacter énormément la valorisation des actions de croissance, parce que cette masse monétaire nouvelle va venir créer de la demande sur les marchés, et donc les prix des actifs vont augmenter, et les taux d'intérêt faibles vont venir valoriser à la hausse les actions de croissance, donc celles qui vont avoir des revenus dans le futur. Et ça, c'est parce que quand on valorise une entreprise en utilisant ses flux de revenus futurs, on va actualiser ces flux en utilisant un taux d'intérêt. Et donc plus ce taux d'intérêt est faible, plus les revenus futurs vont être valorisés. Et inversement avec des taux d'intérêt qui sont forts. J'en parle plus en détail dans ma newsletter, et si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et donc une hausse des taux, c'est ce qui va faire peur aux investisseurs. Et ça va les faire s'orienter vers les actions cycliques ou vers les actions de valeur. Et donc le risque le plus évident ici, c'est ce qu'on a vu récemment sur les taux longs américains, où l'obligation d'État à 10 ans est passée d'un rendement de 0,80% à 1,70% en l'espace d'un peu plus de 4 mois. Et donc cette augmentation des taux de manière rapide, c'est assez dangereux,
parce qu'on va avoir des investisseurs qui vont migrer des actions de croissance vers d'autres actifs. Et si ces taux montent trop rapidement, alors on va avoir des sorties massives de flux, ce qui peut entraîner un crash. Et ce qui pourrait entraîner une hausse de ces taux d'intérêt de manière encore plus rapide, c'est l'inflation. Et le risque, c'est qu'au vu des injections monétaires massives qu'on a vues récemment, on ait une inflation qui soit assez rapide et assez significative, ce qui pourrait pousser les banques centrales à augmenter leur taux d'intérêt assez rapidement pour essayer de contrer cette inflation. Mais je vais te rassurer, je pense pas que ça va arriver, ou du moins pas maintenant. La Fed nous a annoncé jeudi dernier qu'elle n'allait pas augmenter ses taux au moins jusqu'en 2023, donc le message c'est clairement l'inflation ça nous fait pas peur, vous pouvez investir. Et une inflation contrôlée, au final c'est même bénéfique pour eux, et je pense que c'est ce qu'ils recherchent, parce que ça va venir alléger le poids de la dette des institutions publiques, et au vu de l'argent qui a été emprunté récemment, ils en ont vraiment besoin. Par contre en Europe, on a une relation avec l'inflation qui est différente, et notre banque centrale aime pas du tout ça. Donc il faut être vigilant et vraiment prendre ça en compte. Et donc maintenant, comment agir en conséquence pour se protéger et protéger son portefeuille d'investissement contre ces risques et contre les risques de baisse des actions, que ce soit les actions de croissance ou les actions de valeur, parce que si les actions de croissance se crachent, alors c'est tout le marché qui va être impacté. Mais à moindre mesure. Alors la première chose à faire, c'est diversifier. La diversification n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et la première chose à laquelle on pense, c'est la diversification sectorielle. Les secteurs gagnants jusqu'à présent ont été la technologie, la consommation ou encore les ressources naturelles. On va donc pouvoir diversifier sur d'autres secteurs comme la finance ou la santé par exemple. Mais aussi sortir des valeurs de croissance et rechercher des actions value avec des bilans qui sont solides. Et la diversification, elle doit aussi se faire sur d'autres types d'actifs pour pouvoir se protéger d'une éventuelle forte chute du marché des actions. Dans les années 2000 par exemple, quand la bulle internet a explosé, les actifs qui ont le mieux performé, c'était les obligations d'État et d'entreprise et l'immobilier. Et pendant la crise de 2008, c'était les obligations d'État et l'or. Donc c'est bien d'avoir aussi des actifs qui sont décorrélés des actions. Sur ce tableau, on peut voir les actifs et leur corrélation. Et on voit que les obligations ont une corrélation de 0,05 avec les actions, donc très faible, mais dans le même sens. Et l'immobilier est corrélé à 0,31 avec les actions, donc une corrélation un peu plus forte. Et le cash par contre est décorrélé par rapport aux autres actifs avec des valeurs négatives. Donc c'est mathématique, si le cash s'apprécie, la valeur des actifs baisse et vice versa. Mais tu vas me dire, Vincent, s'il y a un risque de crash, il vaut mieux que je vende tout. Eh bien, pas tout à fait. Sortir complètement de ces investissements, c'est souvent une erreur. Et prédire le marché, c'est quasiment impossible. S'il faut, les marchés vont continuer à monter pendant un bon moment avant de retomber, et tu auras perdu une opportunité de croissance. Alors au lieu de passer 100% en cash, c'est mieux de prendre des bénéfices sur des investissements qui ont bien rapporté, et d'utiliser ces liquidités pour réinvestir, et diversifier son portefeuille. Et si les entreprises que tu as choisies ont d'excellents fondamentaux, alors tu peux même réinvestir lors d'une baisse, pour faire diminuer ton coût d'acquisition. C'est ce qu'on va appeler le dollar cost averaging, ou DCA. Alors bien sûr, c'est à faire qu'avec des entreprises solides, qui ont des fondamentaux en béton. On a vu beaucoup d'entreprises récemment avec des valorisations énormes, mais qui génèrent même pas de chiffre d'affaires, ou parfois ont même pas de produits commercialisables, type Nikola aux États-Unis. Donc avec ces entreprises-là, il faut surtout pas racheter à la baisse, c'est le meilleur moyen de perdre encore plus d'argent. Et si tu investis de manière passive avec des ETF, alors tu peux aussi appliquer ces principes. Tu peux prendre des bénéfices sur des ETF sectoriels orientés croissance et diversifier sur d'autres thématiques ou même sur d'autres classes d'actifs. Et si tu investis de manière passive que sur des ETF indices actions, alors tu peux considérer racheter à la baisse et faire un peu de DCA ou même diversifier sur d'autres géographies et d'autres classes d'actifs comme par exemple avec des ETF immobiliers ou des ETF obligations. Et enfin, le meilleur moyen de perdre beaucoup d'argent quand il y a un retournement de marché, c'est de perdre son sang-froid et penser à court terme. Si tu es un investisseur à long terme, tu vas sûrement connaître beaucoup de phases de hausse comme de phases de baisse. Et l'important, c'est de garder ton calme durant les phases de baisse et éviter de réagir brusquement sans réfléchir. Ce qu'il faut faire, c'est analyser la situation et comprendre l'environnement du marché et les raisons qui sont derrière une baisse. Et après, tu peux ajuster ta stratégie selon tes objectifs et ta tolérance au risque. En parlant de risque, je vais te présenter une stratégie d'investissement qui a pour but de limiter le risque au maximum tout en gardant une performance correcte sur n'importe quel type de marché, qu'il soit haussier ou baissier. Et cette stratégie, c'est le All Weather Portfolio de Ray Dalio. Ray Dalio, si tu le connais pas, c'est le fondateur de Bridgewater Associates, qui est le hedge fund le plus gros du monde, avec 140 milliards de dollars sous gestion. Et donc Ray Dalio, c'est l'un des investisseurs les plus reconnus au monde, et il est particulièrement renommé pour ses analyses macroéconomiques et socio-économiques. Il a aussi écrit Les principes du succès, qui est un livre où il retrace sa philosophie quant au travail et à l'investissement. Je te recommande fortement, le lien est dans la description. Donc Ray Dalio a mis au point cette stratégie, qui se traduit littéralement par le portefeuille pour tout type de temps. Et son objectif, c'était d'avoir un portefeuille qui allait performer, quelles que soient les conditions du marché. Il identifie donc les actifs qui performent le mieux selon l'environnement économique. Les actions quand l'économie est en croissance,
l'or et les matières premières quand on a de l'inflation, et les obligations lorsqu'on a une récession économique ou de la déflation. Et en termes de répartition, la stratégie est composée de 40% d'obligations d'État américains à long terme, 30% d'actions américaines, 15% d'obligations d'État américaines à moyen terme, et de 5,5% d'or et 5,5% de matières premières. Donc le but de Dalio avec cette stratégie, c'était d'avoir une diversification optimale et une décorrélation des actifs pour faire face à tout type de situation. Alors en termes de performance, ça donne quoi? Eh bien depuis 2007, la stratégie a généré un retour moyen annuel de 7,73%, donc un peu moins que le S&P 500 qui lui a généré 9,34% annuel sur la période. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur les périodes de baisse. Le All-Weather, sur sa plus mauvaise année, a réalisé une perte de seulement 3,73%, alors que pour le S&P 500, on était à moins 37,02%. Et sur son pire mois, la stratégie a baissé d'un maximum de 12,44%, au lieu de moins 50,97% pour le S&P. Donc on a exactement ce qu'on recherche avec cette stratégie, une performance annuelle satisfaisante et un risque qui va être très réduit, ce qui va nous permettre de préserver notre capital, même en période de crise globale comme en 2008. Alors le all-weather est très bien, mais il y a un problème à mon sens, c'est les matières premières. Elles peuvent être soumises à de très fortes pressions et ont souvent des problèmes de demande, de transport, de stockage ou même de production. Et une mauvaise récolte ou des tensions géopolitiques, c'est autant de facteurs qui peuvent déstabiliser le prix. Et en plus de ça, acheter des matières premières et investir dans les matières premières, souvent c'est assez compliqué. Alors j'ai changé un petit peu la méthode de Dalio et j'ai remplacé les matières premières par deux actifs décorrélés, l'immobilier qui va nous protéger contre l'inflation et les utilities qui vont jouer un rôle contre les changements de cycle économique. Et au niveau des résultats, la stratégie a généré un retour moyen annuel de 8,69%, bon, toujours moins que le S&P 500 qui lui a généré 9,34% annuel, mais plus que le all-weather classique. Et en ce qui concerne les baisses, la stratégie sur sa plus mauvaise année a réalisé une perte de 2,2% seulement, alors que pour le S&P 500 on est à moins 37% et le all-weather classique est à moins 3,73%. Donc on a un retour sur investissement plus important et un risque moins élevé. Et quand on découpe la performance année par année, on voit que la version alternative du all-weather avec l'immobilier et les utilities à la place des matières premières surperforment la version classique, à la hausse comme à la baisse. Donc c'est vraiment des portefeuilles d'investissement qui vont être totalement passifs et qui vont pas se trouver très loin du S&P 500 en termes de performance annuelle, sans subir les baisses dues aux différents cycles de marché. Et là tu vas me dire Vincent, c'est super, mais comment je fais pour le reproduire? Eh bien là c'est très simple, on va seulement utiliser des ETF. Je vous ai mis l'équivalent en ETF des deux stratégies ici. Personnellement, j'utilise Trading 212, mais vous pouvez utiliser n'importe quel broker et trouver des équivalences assez facilement. Le portefeuille doit être réajusté chaque 6 mois ou chaque année au minimum pour respecter les proportions. C'est quelque chose qu'on peut faire automatiquement avec Trading 212. Pour les autres brokers, il faudra le faire à la main. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la baisse des actions et comment s'en protéger. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'environnement du marché dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir des échanges et des débats qui sont instructifs. Et en attendant, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et si tu veux encore plus de contenu, je t'invite à aller t'inscrire à ma newsletter. Allez, je te retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut et à bientôt sur le Coin Finance.